In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un sacré énergumène. Il s'appelait malheureusement Roland Topor. Pourquoi je dis énergumène? Parce qu'il paraîtrait-il détester le cinéma, mais il a beaucoup travaillé pour le cinéma. Enfin, ça, c'est en tout cas ce qui est écrit dans ce livre écrit par Daniel Laforêt, qui est là aujourd'hui pour nous en parler, et je lui en remercie. Merci beaucoup en tout cas. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va. Bah, écoutez, ce livre Topor et le cinéma est édité chez Nouvelles Éditions Place dans la collection Le cinéma des poètes, et j'en profite pour remercier et saluer Carole Aurouet pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Alors, juste avant cela, bien évidemment, vous êtes professeur d'études françaises et culturelles à l'Université de l'Alberta. Vous êtes auteur de L'archipel de Caïn, Pierre Perrault et l'écriture du territoire, XYZ, prix Jean-Étienne Blesse en 2011, et aussi de L'âge de plastique, lire la ville contemporaine au Québec, édité chez Presse de l'Université de Montréal en 2016. Première question, très simple, très basique. Comment vous avez comment ça s'est passé la première fois, la rencontre avec Roland Topor, avec son univers, et c'était à quel âge? C'était par le biais d'une affiche, d'une série? Comment ça s'est passé? Et puis surtout, comment vous l'avez reçu? Alors voilà, je ne crois pas que ce soit possible de déterminer un âge précis où j'aurais rencontré le travail de Roland Topor, parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs le point de départ de mon livre, c'est des souvenirs d'enfance au départ, d'accord? Alors forcément, Roland Topor est décédé aujourd'hui. Je suis moi-même, je suis pas si âgé, je suis dans la quarantaine, donc je n'ai pas exactement l'âge de ceux qui auraient vécu, qui auraient été contemporains des productions de Roland Topor, mais évidemment, c'est un artiste d'abord visuel, hein? C'est un dessinateur au départ, et qui a été amené à faire tellement de choses dans l'espace médiatique. Producteur d'affiches, vous l'avez dit, pardon, mais dessinateur d'affiches, et ainsi de suite. Sa présence sur les plateaux télé en France et tout. D'une certaine façon, il était impossible que mes yeux tombent pas à un moment ou à un autre sur le travail de Roland Topor, que ce soit au détour d'un magazine et ainsi de suite. Et pour ceux qui connaissent son œuvre, puisqu'elle a été un peu partout, ses dessins, j'imagine que les gens ont un peu à l'esprit qu'est-ce que c'est le style de Roland Topor, surtout dans ces années 70 où là, c'était complètement débridé. Alors, pour un regard d'enfant, que j'étais, moi, au Québec, un peu aussi par la bande, recevoir ça par la bande, c'était assez impressionnant, parce que c'est pas pour enfants, l'univers de Roland Topor, même si lui-même était complètement n'avait absolument rien à faire de la distinction entre l'enfance et l'âge adulte du point de vue de ce que serait le public pour l'art. Mais enfin, sans aller beaucoup plus loin, je vous dirais que c'est vraiment en tant que personne devenue adulte qui se retourne vers ses souvenirs d'enfance, et qui s'est toujours posé la question de ce que pouvait bien nourrir l'univers d'un artiste comme celui-là. Inclassable, on l'a toujours dit, mais en même temps omniprésent. Donc voilà. Est-ce que ce sont ces paradoxes qui vous ont énormément intéressé jusqu'à même vous poser et écrire un livre sur lui, sur ses travaux? Oui, j'ai toujours voulu faire quelque chose sur Roland Topor, mais comme moi-même, du point de vue de la carrière, je me suis dirigé vers l'université. Et vous le savez sans doute, du point de vue universitaire, les productions, on est chercheurs, il y a un certain style universitaire qui, à mon avis, ne se prêtait pas du tout à parler de l'œuvre de Roland Topor, à écrire sur Roland Topor. Alors, j'ai eu cette chance incroyable, qui est celle d'avoir connu les travaux et rencontré Carole Aurouet, qui m'a donné la chance donc de publier un livre dans cette collection qui, pour moi, est formidable. Le cinéma des poètes, on choisit quelqu'un qui est le poète au sens large, hein? Donc c'est un dessinateur. Est-ce qu'il était poète? Oui, il l'a écrit aussi, Roland Topor. Mais quels sont ses rapports avec le cinéma? Et là, c'était une énigme. C'était une question qui se posait. Et voilà, donc je voulais le faire, mais d'une façon, disons, sous la forme de l'essai, en fait. Beaucoup plus que serait un travail de recherche universitaire. Voilà. Et quand vous vous êtes aperçu que le rapport que Topor entretenait avec le cinéma était vraiment très ambigu, est-ce qu'à un moment ça vous a un petit peu tellement dérouté que vous vous êtes dit pourquoi continuer, arrêtons là, ça sert à rien? Non, c'est au contraire, en fait.
Bon, vous savez, c'est ça, j'ai dit, il a écrit, j'avais lu ses romans, j'avais lu beaucoup de ses livres, je Mhm. connaissais ses images, son travail, mais dès que j'ai commencé un peu à gratter pour voir sous la surface et que j'ai, bon, fait mes petites recherches avec le mot-clé cinéma, je suis tout de suite tombé sur une entrevue de 1974 où Roland Topor disait détester le cinéma. Mais je savais, en outre, que Roland Topor avait joué dans des films comme figurant, parfois comme acteur, disons, plus que figurant, donc acteur secondaire, et aussi qu'il avait écrit des scénarios. Alors, évidemment, le paradoxe se posait. Est-ce que c'était une boutade? Il en faisait des tonnes de boutades. C'était un rigolo, d'une certaine façon, Roland Topor, de dire qu'il détestait le cinéma alors qu'il était si actif dans le milieu du cinéma à son époque. Il était ami avec des acteurs, des producteurs, des réalisateurs. Il n'avait aucun problème à frayer dans ce milieu. Et pourtant, alors voilà, à partir de cette courte entrevue que j'ai découverte, j'ai décidé de creuser le filon et là, je me suis rendu compte, bon, voilà, Fellini avait collaboré avec lui, Topor s'était prononcé sur le travail, Fellini avait parlé des dessins de Roland Topor et c'est à partir de là, ça se produisait comme en étoilement, si vous voulez. Il y avait une constellation des rapports de Roland Topor avec le cinéma qui était fascinante à investiguer. Voilà. Et puis surtout, il est cinéphile. Vous expliquez dans le livre que c'est quelqu'un qui, comment dire, a été un fidèle de la cinémathèque d'Henri Langlois. C'est finalement ce paradoxe, il n'existe pas. Il n'existe pas, sauf dans l'esprit de Roland Topor, et peut-être dans la distinction que lui-même très rapidement s'est mis à faire lorsqu'il est devenu connu, lorsqu'il avait des micros, on lui donnait, si vous voulez, des plateformes pour s'exprimer médiatiquement. Et là, il faisait une distinction entre le cinéma spectacle et ce dont il avait la nostalgie, qui aurait été un cinéma, disons, au sens fort du terme. Mais je ne crois pas que Topor l'identifiait à quelque film que ce soit. Alors, effectivement, en tant que jeune étudiant aux Beaux-Arts, si je ne me trompe, à Paris, il fréquentait la Cinémathèque, j'imagine, comme la plupart des gens intéressés par les arts dans la vingtaine qui étaient à Paris dans les années 60. Voilà. Mais ensuite, il s'est mis à vouloir absolument se distinguer de ce que serait le cinéma comme une entreprise artistique. Parce que pour Topor, le cinéma, c'était une industrie. Pour beaucoup d'entre nous, souvent, on bute devant le monstre hollywoodien. Encore aujourd'hui, je crois que c'est un problème fondamental du cinéma. Topor l'avait diagnostiqué à sa manière en France, à son époque, ce problème que le cinéma se dirigeait plutôt vers la formule et laissait de côté ce qui intéressait Topor. Et là, on tombe au cœur de quelque chose qu'il fallait absolument développer, c'est ce rapport aux émotions que peut procurer un certain cinéma lorsque justement il n'est pas livré à des formules narratives ou à des formules, disons, d'interprétation facile, des schémas traditionnels du cinéma. Lorsqu'on regarde un autre type de cinéma, et attention, je ne parle pas du cinéma d'avant-garde nécessairement. Avec Topor, j'ai davantage une impression qu'il était intéressé par des espèces de chocs esthétiques ou des émotions qui pouvaient naître chez le spectateur aujourd'hui ou à son époque, dans les années 60-70, et qui étaient analogues, sans doute, aux premières émotions des premiers publics du cinéma, ce qu'on appelle le cinéma des premiers temps, ou enfin, voilà, l'invention du cinéma, les premières décennies où on était, évidemment, c'était le muet, les images se déroulaient à une vitesse parfois un peu plus rapide que celle où on est habitué aujourd'hui. Et là, le cinéma pouvait être déroutant, surtout lorsqu'on le regarde avec notre perspective contemporaine. Et ça, Topor, je crois qu'il a mis le doigt là-dessus. Non pas qu'il s'intéressait exactement au film originel du cinéma, mais il s'intéressait au trouble, voire à l'angoisse que pouvaient causer les images qui bougent sans trame narrative, sans trame interprétative nécessairement préfabriquée. Et ça, vous avez une thèse dans votre livre, c'est que cette histoire d'angoisse, finalement, elle est liée à l'enfance, elle est liée à beaucoup de choses de cet agapi-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu effectivement de cela? Pourquoi cette angoisse? Oui, c'est ça. Ça se raccorde en fait à ce que je disais au tout début, c'est que mes premiers émois, si on peut dire, devant les productions artistiques d'une personne comme Roland Topor, c'était des émois qui sont liés à une certaine inquiétude, je pense, qui appartient à l'enfance. Non pas que j'étais nécessairement un enfant angoissé, pas plus qu'un autre, je crois, mais il y a toujours un moment dans les très jeunes années où, pour le regard de l'enfant, à mon avis, et devant les productions qui lui sont offertes, justement, et qui ont été conçues pour l'enfance, lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune,
il y avait certains de ces courts-métrages pour enfants où on employait des marionnettes, où on employait ce qu'on appelle le stop motion aujourd'hui, une technique au cinéma qui est peut-être abandonnée, mais qui a fait les heures de gloire d'un certain moment, début des années 80, peut-être fin 70. Et ces mouvements saccadés, cette espèce d'univers qui était à la fois hospitalier pour l'enfant, mais qui possédait certains traits qui n'étaient jamais expliqués. Ça pourrait être des petits détails dans le mouvement, justement, des personnages animés à l'écran, dans l'espèce d'impression acoustique parfois qu'on pouvait avoir, dans la façon dont le son était transmis à l'écran. Et là, c'est ce que, sans vouloir jamais prononcer l'expression un peu galvaudée d'inquiétante étrangeté au sens de la psychanalyse, on est dans les parages, effectivement, d'une espèce d'émotion pré-langagière. Voilà. Avant l'apprentissage du langage, et je le répète, des schèmes d'interprétation narrative qui constituent l'essentiel de notre vie adulte. Là, il y a quelque chose, je pense, qui était absolument original, et Topor, ça l'a compris. Ça, j'en suis convaincu. Il fait partie des quelques artistes populaires. Hein. Il faut insister sur le fait que c'était un artiste populaire et non un esthète et non quelqu'un de l'avant-garde. Je crois que la comparaison, ça je ne l'ai pas du tout fait dans mon livre, mais pour ceux qui apprécient la bande dessinée, un des fleurons de la culture française et belge, vous connaissez sans doute, il est décédé récemment, Fred, c'était son surnom, mais il est auteur notamment de la série des Philémons, qui était une série de bande dessinée pour enfants, qui a été extrêmement populaire. J'imagine qu'il a encore aujourd'hui fait l'objet d'une grande estime. Et c'est la meilleure comparaison que je pourrais faire lorsque j'essaie de décrire cette espèce d'ambiance voilà, pré-langagière et chargée d'inquiétude, mais en même temps d'émerveillement. Cette inquiétude étrangère que vous évoquiez, cette angoisse, tout cela, moi personnellement, je l'avais ressenti différemment, mais avec parce que je suis contemporain de cette émission de télévision, et d'ailleurs vous en parlez dans le livre, c'était les chats. Et il y avait quelque chose. Alors c'est très ironique. Moi à cet âge-là, je comprenais pas grand-chose, mais en même temps, je voyais que c'était vraiment totalement différent de ce que Récréa 2 pouvait me proposer. Voilà, pour prendre un autre exemple. Et puis il y avait Légumane, je crois, où les combats de Légumane étaient particulièrement bizarres aussi. Et en les revoyant beaucoup plus tard, c'est-à-dire il y a quelques années, je n'ai pas compris effectivement comment le service public a pu. C'est très inquiétant, je veux dire. Et en même temps, on apprend aussi que c'est une émission qui a eu des prix. Enfin, je veux dire. Et voilà, c'était quelque chose d'assez particulier et je ne savais pas que c'était Topor qui s'en était occupé. En tout cas, je m'en souvenais plus. Voilà. Alors, il a été, c'est ça, il a eu une seconde, disons qu'il a eu une seconde vie dans le milieu de la télévision, Topor, durant les années 80 principalement. Début 90, il est décédé en 80 quoi, 14 ou 15. Donc, Téléchat. Alors moi, encore une fois, c'est la posture de l'autre côté de l'Atlantique. Téléchat, je n'ai pas été exposé à cette émission de télévision lorsque j'étais jeune parce que ça n'était pas diffusé au Québec. Pourtant, bon, par la suite, dans ma vie, je me suis rapproché beaucoup de la France. Il y a des gens que je connais et tout. Et systématiquement, tous les témoignages par rapport à cette émission qui avait marqué, comme semble-t-il, a marqué votre enfance, tout le monde disait que c'était extrêmement bizarre. Pourquoi c'était à la télévision? Mais qu'est-ce que c'était? Et lorsqu'évidemment j'ai pu en voir des extraits en préparant le livre et ainsi de suite, j'ai bien vu cette bizarrerie dont on parlait, mais en même temps, je me disais, mais c'est inouï qu'on ait pu faire une telle chose du point de vue poétique. Et là, je dirais vraiment du point de vue du travail sur les affects, du travail sur ce qu'on caractérise comme étant des personnages. Sans doute dans Téléchat, vous me parliez de Légumane, il y a aussi le gluon du machin, du trou. Il y a toutes sortes, il y a tout cet univers. Voilà, vous voyez, ça évoque chez vous déjà des souvenirs un peu transis. Et bien sûr que c'est Roland Topor, parce qu'on touche un peu à la même chose ici, mais de croire et de concevoir aujourd'hui que ça ait pu être des émissions qui étaient conçues pour des enfants, mais sans arrière-pensée, sans mauvaise arrière-pensée. C'était vraiment au nom d'une poésie, disons, gentiment anarchiste ou anarchique, une poésie débridée. Et ça tient encore entièrement la route aujourd'hui. Il n'y a pas d'équivalent. Voilà, il n'y a pas d'équivalent. Donc, forcément, on est du côté d'une démarche artistique. Et pourtant, je le répète, extrêmement populaire, diffusée sur les grandes chaînes aux heures d'écoute. Voilà.
Exactement. Alors, on est là pour parler aussi d'un livre. Tout cela Voilà. découle de ce livre, je le rappelle, Topor et le cinéma. Et c'est Daniel Laforêt qui est avec nous pour en parler. Comment vous avez construit la structure du livre, hein? Comment vous l'avez attaqué, ce personnage un peu particulier, hybride, qui est un peu, comment dire, une espèce de fourre-tout comme ça visuel. Comment vous avez questionné ce personnage? Alors, justement, en partant du principe énoncé par Topor que lui-même détestait le cinéma, mais qu'il en a fait en réalité, je me suis dit, ben, quel est l'apport de Roland Topor au monde du cinéma? Et là, le point de départ, ça a été, eh ben, Roland Topor n'a jamais voulu faire aucune concession pour ce qui est de l'usage de ses dessins, de ses illustrations dans l'univers des images en mouvement. Parce que là, on touche tout de suite au cinéma d'animation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Topor s'est d'abord illustré dans le cinéma d'animation vers le milieu des années 60. Et tout ça a mené à la réalisation avec René Laloux, réalisateur et scripteur belge, de ce qui a été considéré aujourd'hui encore comme peut-être un de leurs plus grands chefs-d'œuvre, leur plus grand, La planète sauvage en 1973. Exactement. Et ça, c'est le Topor du cinéma d'animation. Et je me suis dit, voilà, d'abord, ça s'impose, il faut suivre la filière de l'illustration. Et l'intégration des dessins de Roland Topor au cinéma d'animation, je le répète, se sont faites sans aucune concession. Il ne s'agissait pas de les animer dans un style fluide à la Disney. Il s'agissait plutôt de trouver des moyens, évidemment avec les budgets d'époque, pour rendre sans doute l'esprit sans les trahir de ces dessins. Et là, on avait des techniques d'animation où la saccade prenait une place prépondérante, je dirais, à l'image. Et ça, bien sûr, c'est un motif, à mon sens, esthétique au sens fort. Et là, j'ai suivi cette piste, justement, des images saccadées et de voir un peu leur évolution, de quelle façon Topor, dans le cinéma, avec ces images, a pu mener à diverses réalisations, ainsi de suite, jusqu'à imposer son corps lui-même, je le répète, lorsqu'il a été invité par ses 1001 d'amis à être figurant, à jouer des petits rôles. Et c'était le même. Là, évidemment, on suit la même piste. Ce que Topor a donné avec son corps à l'écran, alors ceux qui l'ont à l'esprit, son visage, tout ça, c'était quand même un personnage un peu, peut-être rondouillard un peu, mais très, disons, c'était un viveur, hein, donc quelqu'un de très enthousiaste, avec un peu un faciès inimitable. Et ça, il l'a amené au cinéma aussi, jusque dans les mouvements. Il ressemble à un ancien acteur du muet, dans son comportement au cinéma. Et tout ça, j'ai essayé de l'organiser autour de cette idée des images qui se mettent à bouger soudainement, des images qui sont immobiles et qui soudainement se mettent à bouger. Ça m'a semblé le trait esthétique principal à poursuivre pour expliquer le rapport de Topor au cinéma. Si on devait définir, si on devait caractériser le personnage, on dirait c'est quelqu'un qui toute sa vie a essayé peut-être de définir un peu ce que c'était que l'image de la société dans laquelle il vivait. Et à cela, ça se traduisait par soit des affiches, soit des dessins, soit travailler pour des films d'animation, être l'acteur, écrire aussi, écrire, et dont il y a un livre qui a été adapté au cinéma, et non des moindres quand même, c'est Le Locataire de Roman Polanski. Est-ce que c'est ça finalement, Roland Topor? Est-ce qu'il fait partie un peu de ces personnages comme Jean Cocteau ou comme d'autres cinéastes qui ont plusieurs étiquettes mais qui ont un but, c'est essayer de comprendre cette image, l'image, la beauté entre les images pour comprendre aussi la société? Oui, oui, la comparaison avec Jean Cocteau, en respectant bien sûr, en relativisant les époques respectives de Cocteau et de Topor, et dans leur rapport, disons, à la scène culturelle plus ou moins populaire de leur époque, la comparaison tient la route parce qu'ils ont été les deux des touches-à-tout, quoique je n'aime pas utiliser l'expression pour Topor parce que dans chacun de ses projets, il s'est investi à corps perdu, littéralement. C'est quelqu'un qui n'a pas fait attention du tout à ça. Je le répète, c'était un excessif Topor. Mais oui, il y aurait donc cette idée de quelqu'un qui a essayé peut-être, je ne sais pas s'il y avait un projet vraiment réfléchi chez Topor pour essayer de développer, disons, un discours sur le sens de l'image aujourd'hui. Mais pour ce qui est de développer un discours sur l'état de la société, oui, bien sûr. Topor, c'est quelqu'un qui a commencé chez Harakiri. On se souvient peut-être de ce vieux magazine ou journal populaire anarchiste qui a donné ensuite naissance plus ou moins à Charlie Hebdo et
Voilà. Topor vient de ce milieu et il y a cette espèce de côté non-conformiste chez lui. Mais n'oublions pas une autre chose. Topor, lorsqu'il, disons, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il essayait de comprendre quelque chose sur l'image? Je dirais sans doute moins l'image que son côté tridimensionnel. Il y a la présence du corps chez Roland Topor qui est extrêmement importante à travers toute son œuvre. Alors forcément, quand on arrive au cinéma, le corps, c'est présent. Hein? On a des acteurs, c'est inévitable. Mais lorsqu'on pense au corps et au mouvement qui l'accompagne, ça nous ramène justement à ces questions de mouvement hors norme, de présence hors norme dans l'image qui pouvait être peut-être, disons, le cœur de l'activité de Topor au cinéma, de ce qu'il a pu apporter au cinéma d'absolument original, parce que c'était vraiment ce que je voulais montrer ou investiguer dans mon livre. Alors dans le livre, il y a plusieurs chapitres. Il y en a un sur effectivement ce que vous appelez la lanterne magique, où vous expliquez que s'il faut comprendre l'origine de tout cela, c'est le dessin. Dans ce second chapitre, on en a parlé, c'est les dessins qui bougent. Donc c'est la collaboration avec René Laloux et donc 3 films qui sont Les Temps Morts, Les Escargots et surtout la Planète Sauvage. Et puis il y a cette 3e partie où on apprend qu'il a co-réalisé un film en 88, si je me trompe pas, qui a été même au Festival de Cannes, qui s'appelle Marquis, et c'est un film qui a beaucoup perturbé. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce film? Oui, c'est un film qui a été mal apprécié à son époque, même s'il a eu tout de même une vitrine importante au Festival de Cannes. C'est un film, je crois, la réalisation a couru sur l'année 1988, mais c'est un film dont on avait prévu la sortie pour 1989 pour l'anniversaire de la Révolution française. Parce que Marquis, c'est l'histoire du marquis de Sade. En fait, c'est un épisode complètement fantasmé de la vie du marquis de Sade alors qu'il est embastillé. Mais les acteurs ne sont pas des gens qui révèlent leur visage. Alors, les acteurs dans ce film, ce sont des acteurs en chair et en os, mais qui portent des têtes d'animaux, littéralement. En fait, je sais pas trop le terme qui a été employé. Ils avaient je crois, des masques avec des capteurs cerveau-guidés. Toujours est-il que c'était il y avait une espèce de compromis dans la démarche de ce film, dont le co-réalisateur en passant était Henri Zonneux, peut-être que je prononce mal le terme, un Belge, qui avait travaillé, qui était de l'aventure Téléchat auparavant. Donc, Marquis, c'est issu plus ou moins directement de l'équipe de Téléchat. Je le répète, donc, ambiance Révolution française, décor de cachot, nous sommes dans la Bastille, très sombre, avec des animaux à corps humain, avec des étranges masques qui s'expriment, qui parlent à l'ancienne. Alors, on est dans un texte qui essaie effectivement de rendre, si vous voulez, la teneur linguistique, la teneur littéraire de l'époque du marquis de Sade, mais avec des marionnettes humaines. Et il n'y a rien dans ce film qui est dissimulé, au sens où il y a comme une obsession pour la chair, au sens où la consommation de la chair. Évidemment, le sexe est présent, mais il n'est pas prépondérant. Alors, c'est l'histoire du marquis de Sade. Il est bien sûr question du sexe, mais dans un sens, disons, holistique. Il s'agit vraiment du corps comme viande. Du corps comme viande qui peut être consommé, qui pourra consommer d'autres corps, transposé dans le contexte. Voilà, un film mal reçu à l'époque, mal compris et qui pourtant, je le répète, ne ressemble absolument à aucun autre objet cinématographique à ma connaissance. On peut souvent dire ça, ça peut être un film absolument mauvais, mais dans le cas de Marquis, ce n'est pas un mauvais film, pas du tout. C'est vraiment un effort considérable et je crois que Topor avait été déçu, je crois que les réalisateurs avaient été très déçus de la réception, disons, c'est la perplexité qui a caractérisé la réception devant ce film. Et je souhaiterais qu'il soit, disons, mieux reconnu, mieux redécouvert aujourd'hui. Il fait partie de ces films, n'est pas le seul, qui sont mésestimés. Je crois que ce film a été édité en DVD, si je ne me trompe pas. Sans doute, oui. Là, il faudrait voir du côté du marché français parce qu'au Canada… Oui, non, mais le film est disponible aujourd'hui. Moi-même, je n'ai pas eu de difficulté à me le procurer pour le regarder. Je dirais plutôt au niveau critique, au niveau de ce que serait une histoire du cinéma français récent. On rencontre très rarement la proposition esthétique de Marquis comme étant considérée à sa pleine valeur aujourd'hui. Mais ça vaut, disons, pour l'ensemble de ce que Roland Topor a fait au cinéma. Mon petit livre, il est assez humble dans son approche, mais il souligne tout de même quelque chose. C'est qu'il y a un artiste immense ici qui a amené une contribution au cinéma et qui a encore beaucoup à dire.
Je vous dirais d'ailleurs que Roland Topor, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, a écrit des scénarios. Et il y en a qui dorment encore de ces scénarios qui n'ont pas été publiés, qui sont dans les archives quelque part à Paris et que personne ou presque n'a lu. Il faudra quand même une génération Mais d'ailleurs, et ça sera la dernière question, aujourd'hui en 2022, est-ce que vous voyez parfois des répercussions, des influences de l'œuvre de Topor sur certains travaux d'artistes de cette époque, d'aujourd'hui? C'est difficile aujourd'hui, vraiment précisément aujourd'hui, disons dans les 4 ou 5 dernières années, puisque le contenu, l'esthétique de Roland Topor, je le redis, surtout au niveau de ses dessins à l'origine, c'est très cru. Hein, c'est très cru. La présentation des corps ne fait pas de quartier. Là, je n'essaie pas de faire des jeux de mots. Il y a littéralement, les corps sont démembrés parfois. Non pas d'une façon gore, mais d'une façon très... encore une fois, c'est ce rapport à la viande, et ainsi de suite. Et donc, les sexes aussi sont présentés. Aujourd'hui, je crois que peut-être que dans les... écoutez, le meilleur exemple, je vais vous le donner d'une autre façon. Vous avez mentionné Le Locataire, le film de Roman Polanski, qui est une adaptation du premier roman de Roland Topor qui s'appelle, le titre complet du roman, c'est Le Locataire chimérique. Polanski a fait The Tenant, Le Locataire. On connaît aujourd'hui la réputation sulfureuse de Roman Polanski. On connaît un peu la controverse qui peut s'associer à son nom, ce qui est très dommage dans le cas de Roland Topor. Roland Topor, évidemment, lui, il n'y a aucune raison pour que ce soit un artiste nécessairement controversé aujourd'hui, mais il appartient à cette même mouvance, et je parlais de Charlie Hebdo, je parlais de leur vulgarité anarchique. Il appartient à cette même mouvance qui ne reculait devant rien, disons, dans la représentation picturale et parfois dans l'expression aussi de ce qu'ils avaient à dire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de place pour ce genre de choses, disons, dans le climat actuel. Si bien qu'il est difficile de voir, de vous donner précisément un exemple de ce que pourrait être un héritage de Roland Topor dans nos années actuelles, mais le succès, l'estime dans laquelle il est tenu en tant qu'artiste complet, ça, par contre, c'est indéniable. J'étais à Paris il y a quelques années et c'est à la Bibliothèque nationale qu'on avait une rétrospective Roland Topor. Alors, je me suis dit, ça y est, il est canonisé, il y a aucun problème. Voilà. Mais son art disons que son omniprésence visuelle, je la vois moins aujourd'hui. Ou alors, il faudrait chercher de façon plus implicite, sans doute. Topor et le cinéma, c'est édité chez Nouvelles Éditions Place. C'est dans la collection Le Cinéma des Poètes et c'est écrit par Daniel Laforêt qui était là aujourd'hui en direct de Québec. C'est bien ça. Edmonton, dans l'Ouest canadien, pour être plus précis. L'Université d'Alberta, c'est dans l'Ouest canadien. Voilà, on a 8 heures de différence, vous et moi. Ben voilà, en tout cas, c'était un plaisir de vous entendre parler à nouveau de Topor. Le livre existe. Vous pouvez cliquer dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez le lien. Vous cliquez, vous tombez sur le livre. Procurez-le vous parce qu'il est vraiment passionnant et on apprend pas mal de choses. Merci beaucoup, Daniel, en tout cas, d'avoir fait l'effort et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de nous expliquer un petit peu l'univers de Topor. Merci à vous. Je vous remercie. Je remercie Microciné. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.